Rock me, baby. Baby, baby. Je te remercie d'abord de m'avoir invité à cette émission. Je m'appelle Chamindra Veeravardhana. Je suis de nationalité sri-lankaise. Je suis militante pour les droits humains et également je suis universitaire et autrice. En ce qui concerne mon plaidoyer activiste, je travaille notamment dans le secteur des droits SOGIESC, c'est une abréviation anglaise, donc SO, ça veut dire Sexual Orientation, GIE, c'est Gender Identity and Expression, les deux dernières lettres, ça veut dire sex characteristics, donc ça concerne les droits des personnes intersexes. Donc, ce qu'on appelle en fait le secteur de droit qu'on appelle les droits LGBTQI, mais cette abréviation SOGIESC qui est souvent utilisée au niveau des Nations Unies, par exemple, est de plus en plus considérée comme une abréviation beaucoup plus inclusive. Donc, je milite dans ce secteur de droit chez moi au Sri Lanka et ailleurs également. Et puis également, je m'intéresse profondément à la coexistence ethno-nationale chez moi au Sri Lanka, question tamoule, question musulmane, etc. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler dans d'autres contextes, dans d'autres sociétés profondément divisées sur le plan ethno-national, y compris Irlande du Nord. Et puis, en 2018, j'ai publié un premier ouvrage qui est justement une étude comparée des processus de paix, des processus de gestion de conflits en Irlande du Nord et au Sri Lanka. Et puis également, je m'intéresse profondément à ce qu'on appelle un plaidoyer féministe et intersectionnel, donc profondément inspiré par les discours afroféministes venant de l'île de la Tortue ou venant des États-Unis. J'accorde une grande priorité à, à, à assurer que mes engagements activistes aient une dimension féministe et intersectionnelle. Ce qui se passe actuellement, ce qui est en train de passer depuis quelques années, c'est que la population locale est de plus en plus consciente de cet enjeu. En fait, dans les années 80 surtout, il y a eu beaucoup de cas d'enfants, de bébés adoptés par les personnes étrangères de toute nationalité. Ça peut aller du Royaume-Uni jusqu'à l'Amérique du Nord, jusqu'en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc, cette communauté, aujourd'hui, il existe une grande communauté de personnes originaires du Sri Lanka qui ont vécu une existence d'adoption dans plusieurs pays, en fait, dans plein de pays. Donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, sont des personnes qui ont des fois la trentaine, des fois la vingtaine, et elles cherchent à se reconnecter avec leurs sources. Et ces dernières années, j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, dans quelques chaînes de télévision privées au Sri Lanka, qui avait fait des émissions avec des personnes adoptées d'origine sri-lankaise. Donc, comment dire, c'est une certaine médiatisation. On peut, à propos de ce genre d'émission, des fois, on peut garder disons, un certain point de vue critique. Des fois, c'est fait d'une façon qui ne serait pas tout à fait politiquement correcte, où on ne traite pas les questions critiques qu'il faut poser à propos des pourquoi, quand et comment de ces questions-là. Et puis, c'est souvent dans ce genre de portrait
de personnes adoptées. Ce que j'ai vu, ce que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à présent, c'est une tentative de médiatisation, en fait. C'est une tentative de faire, d'en faire une nouvelle un peu sensationnelle, ce qui Mm. est pas très conseillé. Et puis, une fois, j'ai eu l'occasion de voir, par exemple, une émission d'une jeune fille qui habite dans le sud-ouest de l'Australie, qui était d'origine sri-lankaise, qui vient avec sa famille australienne au Sri Lanka pour se reconnecter avec sa famille, sa famille au Sri Lanka, sa famille qu'elle a jamais connue dans toute sa vie. Et il y a ce genre d'émissions qui ont été télévisées de- dans les quelques années précédentes. Et puis, il y a une certaine compréhension, la population locale est consciente de cet enjeu-là, de ce qui s'est passé. Et puis, il y a également pas mal de jeunes personnes issues de l'adoption qui regagnent le Sri Lanka, qui essayent de se reconnecter avec leur pays sans l'attention des médias. Des fois, il y en a qui travaillent, qui travaillent dans leur profession spécifique, qui viennent au Sri Lanka pour voir comment ils peuvent faire quelque chose au Sri Lanka dans leur domaine professionnel. Donc, ce genre d'engagement aussi donne l'opportunité de tisser des liens à toutes les parties concernées. Donc, il y a une certaine, disons, compréhension, il y a une certaine idée des existences des personnes sri-lankaises qui ont été adoptées au Sri Lanka actuellement. Pointe du doigt notre État au Sri Lanka parce que euh, l'État n'a pas été à la hauteur de protéger les citoyennes et les citoyens du Sri Lanka. Ça, c'est la première chose. Il y a une négligence, il y a une manque de responsabilité qui doit être soulignée. Donc, d'un point de vue antiraciste et décolonial, c'est un cycle vicieux, en fait. C'est comme ça que je perçois la problématique, c'est que euh, les, les personnes racisées, les citoyennes et citoyens du Sri Lanka, surtout les femmes cis concernées, provenant des milieux socio-économiques défavorisés, euh, elle ne trouve pas d'autre issue à part suivre cette voie pour survivre. Donc, c'est pour la survie qu'elles font ça. Donc là, dans les années 80, c'était une période très tourmentée de l'histoire du Sri Lanka au XXe siècle, beaucoup de changements tout d'un coup avec la nouvelle politique économique du gouvernement de Junius Richard Jayawardena. Lui, il a ouvert tous les marchés, beaucoup de personnes étrangères tout d'un coup au pays, beaucoup d'investissements étrangers, occidentaux, etc. Et là, euh, les protections sociales, il y avait très d'attention qu'on avait prêtée à protéger, à assurer la survie des plus démunis, des plus défavorisés de notre société. Et, euh, et c'est là que je vois le plus gros défi décolonial ou antiraciste. C'est-à-dire que si nous disons que qu'en 1948, nous avons acquis une certaine indépendance de notre puissance coloniale, l'Empire britannique. Et en 1972, on est devenu une république indépendante. Jusqu'à 1972, notre chef d'État, c'était la reine d'Angleterre. Et puis, on dit que depuis 1972, nous sommes une république indépendante et que et on est fier de notre liberté, de notre indépendance, etc. Mais cette indépendance, cette
existence postcoloniale, qu'est-ce qu'on en a fait? On a utilisé cette existence pour opprimer nos minorités ethniques, linguistiques. Et également, on continue à le faire. En fait, le problème, ce n'est pas fini, ce n'est pas derrière nous, c'est un enjeu d'aujourd'hui. On continue à ne pas prêter suffisamment d'attention à nos communautés les plus défavorisées. Donc, c'est une question de justice raciale. Pourquoi? Parce que la classe politique qui avait le pouvoir durant les décennies, les siècles de colonisation occidentale, c'était une classe politique, disons, une classe politique coloniale, d'abord portugaise, ensuite hollandaise, ensuite anglaise, et également une classe locale qui étaient dans leur esprit bien colonisé, c'est-à-dire que une classe locale qui se sentait comme des Anglais à proxy, c'est-à-dire que c'était des presque Anglais qui gouvernaient notre pays, notre classe politique. Il y en avait un qui était d'origine eurasienne également. Donc, ces gens-là, historiquement, il y a ce point de vue où ils prennent soin de leur classe politique et ils ont une vision très négative, très discriminatoire envers le reste de la population locale, surtout envers les communautés les plus défavorisées sur le plan socio-économique. Donc, là, il y a une question de véritable justice raciale. Donc là, par exemple, si on prend le cas des travailleurs migrants qui travaillent dans les plantations de thé au Sri Lanka, dans le centre de Sri Lanka, dans les montagnes du Sri Lanka, des provinces centrales. Et ben, ces communautés-là ont été immigrées de force par les Anglais durant le 19e siècle. Et ben, ces peuples-là continuent à souffrir comme s'ils souffraient au 19e siècle. Leur situation au niveau de leur logement, au niveau de l'accès aux soins de santé, au niveau de l'accès à l'éducation, l'accès à des infrastructures les plus fondamentales. Ces choses-là n'ont pas été adressées jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une existence d'esclaves, on peut même dire. Et ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, il y a beaucoup de clichés dans notre société. Il y en a qui disent que oui, ce sont des gens, tu as foncé de peau, etc. Ils ne sont pas nos compatriotes, ce sont des étrangers qui ont venu ici travailler, qui ont venu ici piquer notre boulot, etc. Ces discours existent et ça va d'une génération à une autre, ces discours discriminatoires. Et ben, depuis 1972, dans notre République sri-lankaise, nous avons quasiment pas fait de travail, pas fait des efforts, nous n'avons pas fait des efforts pour changer ces dynamiques discriminatoires. Ce qui fait que il y a beaucoup de gens dans toutes les communautés ethniques, toutes les communautés linguistiques qui sont profondément, fortement discriminés sur le plan socio-économique. Et c'est un problème de justice raciale, c'est un problème de justice ethnique, c'est un problème, c'est un enjeu de décolonial, c'est-à-dire que changer ces structures d'oppression socio-économique, ça exige un point de vue décolonial. C'est-à-dire que notre État, par exemple, et toutes les communautés marginalisées sont discriminées, mais les communautés ethniques tamoules, par exemple, ou les communautés musulmanes socio-économiquement défavorisées, ils souffrent plus. Parce que la discrimination est multipliée en raison de leur identité ethnique et la langue qu'ils parlent, leur confession religieuse, etc. Donc, il faut comprendre ces choses-là d'un point de vue intersectionnel, ces enjeux, si on veut les traiter de façon positive. Première chose. Deuxième chose, il faut les comprendre comme des enjeux décoloniaux parce que on peut beau être dans un pays postcolonial, penser à notre souveraineté nationale, notre État parle souvent de sa souveraineté nationale. Lorsqu'on dit qu'il faut une solution politique
pour nos problèmes ethno-nationaux dans le nord du Sri Lanka, par exemple, l'État souvent fait référence à la souveraineté nationale. Nous sommes un État souverain, nous devons avoir un seul gouvernement dans notre État, etc., etc. Il y a ce discours étatique qui est utilise souvent cet argument de souveraineté, de postcolonialité, etc. Mais c'est un discours qui est complètement vide, en fait, si on ne réfléchit pas à une logique décoloniale. Parce que à quoi sert de penser à la souveraineté nationale si, en affirmant cette souveraineté, on continue à opprimer toutes les minorités? Si on continue à opprimer les femmes, les personnes marginalisées, les personnes qui ne sont pas cisgenres, les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, les personnes qui ont des caractéristiques de sexe différents, les personnes qui parlent d'autres langues. Ils sont tous discriminés. Et puis, il y a des politiques extrêmement haineuses qu'on continue à suivre. Donc, à quoi sert cette souveraineté? À quoi sert notre indépendance? Donc, il faut poser ces questions-là. Il est très important de réfléchir à des dialogues, à des discours décoloniaux dans notre Mhm. contexte local. Donc, des fois, il y en a un qui dit, par exemple, lorsqu'on dit décoloniser, discours décolonial aujourd'hui, en Mhm. 2021, on dit que oui, c'est un discours qui est souvent développé chez les communautés indigènes, par exemple au Canada ou en Nouvelle-Zélande, à Aotearoa ou dans les îles du Pacifique. Et dans ces sociétés-là, ce discours est important. Et à quoi sert ce discours dans nos pays, en Asie du Sud? Alors que c'est une question complètement à l'ouest parce que ces discours-là sont tout à fait importants pour nos sociétés parce que au fond, c'est une question, les discours décoloniaux, c'est une approche qui nous permet de mieux comprendre les discriminations socio-économiques, les discriminations racistes, etc. Et si on veut songer à une société plus avancée, différente, où les gens sont traités de meilleure façon. Il est très important que nous gardions une vision antiraciste et une vision décoloniale de notre avenir. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment présent au Sri Lanka actuellement. C'est mon point de vue à propos de ça, en fait. Je dirais qu'il est important de penser à ces choses-là avec une logique de self-care, avec une logique de vraiment prendre soin de soi, parce que ce sont des choses difficiles, tu vois, ce sont des choses très dures. Ce n'est jamais facile, ce n'est jamais direct. Tu peux pas trouver des solutions idéales pour ces enjeux. C'est une chose qu'il faut bien considérer et d'être patient et patiente lorsqu'on essaye d'adresser ou de traiter ces questions-là. C'est la première chose parce que ce sont des questions qui peuvent avoir un effet sur la santé mentale, sur le bien-être d'une personne. Donc, il est très important de prendre soin de soi et essayer de tisser ces liens, comme tu viens de dire, tu vois, de rencontrer d'autres personnes qui ont des expériences identiques, des vécus identiques, et également euh, de comment on peut, selon ses possibilités, de voir comment on peut faire la connaissance de son pays d'origine. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de facile des fois. Donc, Mhm. on a tous tendance à regarder les choses selon les positions qu'on a apprises, selon des fois des préjugés, des fois des idées reçues, etc. Donc, il est important euh,
de prendre le temps de lire, de regarder ce qui se passe, l'actualité, d'autres sources, de s'informer le plus que possible, de voir les points de vue différents venant des éléments, des communautés différentes, etc. Par exemple, le Sri Lanka, pour une personne adoptée d'origine sri-lankaise, qu'elle soit tamoule ou singalaise ou musulmane, refaire connaissance avec le Sri Lanka, ça peut être quelque chose de très compliqué. Parce que le Sri Lanka est un pays bien compliqué, parce que pour une petite île, comme une petite larme, nous sommes un peuple très divers. Nous sommes plusieurs communautés très diverses. C'est comme plusieurs pays à l'intérieur d'une seule île. Tu as plusieurs Mhm. communautés Mhm. et plusieurs niveaux socio-économiques, plusieurs visions du monde, etc. C'est pas homogène, pas du tout homogène comme pays. Donc, des fois, ça peut être difficile. Pour des personnes adoptées, surtout, ce qu'il faut dire c'est il y a beaucoup de soutien. Chez nous, par exemple, il y a une jeune génération aujourd'hui qui est consciente qui a grandi au Sri Lanka, qui est consciente de ces enjeux, qui seront tout à fait partants et partantes de tisser des liens d'amitié avec vous, par exemple. Et il faudrait, il faut pas hésiter à tisser des nouvelles connexions, des nouvelles amitiés, etc. Et surtout d'être patient dans le processus de réconciliation ou de reconnexion avec le pays natal, parce que ça peut prendre du temps et ça peut des fois être tout à fait difficile. Donc, il faut accorder la plus haute priorité à prendre soin de soi. C'est ce que je dirais. Une meilleure idée de la privilège blanche, par exemple, et de ce qu'on appelle le savior complex, le complexe du sauveur. Hein. Ces choses-là, il faut être bien, plus on est conscient de ces choses-là, le plus utile ce sera. Parce que c'est tout à fait important, parce que j'ai eu l'occasion de voir des fois des personnes britanniques, des fois d'origine sri-lankaise, avec une existence d'adoption. Il y a ce discours, il y a cette approche qui sort des fois. Donc, c'est là, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le mot anglais unlearning. Existence queer, c'est compliqué, quelles que soient ses racines ou ses origines. En fait, Mhm. donc, par exemple, au Sri Lanka aujourd'hui, tu as une communauté queer qui est de plus en plus visible. On le voit chez la communauté tamoule également. Dans le nord du Mhm. Sri Lanka, les activistes trans et cis queer font pas mal de mobilisation. Et puis, pour un pays en Asie du Sud où les lois discriminatoires britanniques qui ont criminalisé les personnes, les citoyennes et citoyens non hétéronormatifs qui sont toujours en vigueur, ces lois-là sont toujours en vigueur. Pour un pays dans cette situation-là, nous avons quand même une communauté LGBTQI, une communauté queer qui est qui est active et qui est bien diverse, quoi. C'est pas une communauté homogène. Ce sont des gens qui viennent de plein de milieux différents, qui parlent des langues différentes, qui ont des visions du monde tout à fait différentes. Ce n'est pas du tout homogène. La communauté dite LGBT sri-lankaise est en fait, ce sont des communautés LGBT au pluriel. Euh, donc, euh, pour des personnes adoptées queer, euh, je dirais une chose intéressante à faire, c'est de tenter de se connecter avec les scènes et les communautés, je dis toujours au pluriel, queer au Sri Lanka, si tu es d'origine sri-lankaise. Et puis, ça peut
amener vers des dialogues intéressants, des découvertes intéressantes, des fois des surprises aussi, parce que ce sont des fois des conversations pas faciles. Des fois, il peut y avoir des gens qui ne sont pas tout à fait conscients de ce que c'est que d'avoir une existence de personnes adoptées. Et des fois, les personnes adoptées elles-mêmes, peut-être tu aurais des attentes qui ne sont pas, disons, qui ne sont pas entre guillemets réalistes lorsqu'on essaye de se connecter avec les communautés queer de ton pays d'origine. Ce ne serait pas ces dialogues, ces engagements, ces tentatives de se connecter. euh, des fois, ça peut être difficile. Des fois, euh, ça peut être même des défis à surmonter. Mais c'est là où il faut beaucoup de patience, en fait. Il faut beaucoup de patience, mais en fin de compte, je trouve que pour moi, par exemple, je suis sri-lankaise de nationalité, j'ai grandi au Sri Lanka et puis j'ai vécu les années de ma vingtaine en France et puis après dans plusieurs autres pays. Et pour moi, me connecter et de faire la connaissance avec des personnes d'origine sri-lankaise ou d'origine d'autres pays du sud global qui ont une expérience d'adopter, ça m'a ouvert les yeux envers une autre expérience, un autre vécu qui n'est pas mon vécu, qui concerne d'autres expériences. Ça m'a vraiment aidé à comprendre, mieux comprendre les enjeux de justice raciale, les enjeux décoloniaux et les difficultés par rapport au dialogue, tout simplement. Des dialogues avec l'autre, comprendre l'autre, comment on a des fois la même tête, on a des fois la même couleur de peau, mais on vient de deux vécus complètement différents, deux mondes différents, on dirait. Donc là, c'est une communication qui est très intéressante, qui nous permet aussi de découvrir l'un de l'autre, de se faire la connaissance, d'apprendre en parlant avec et en faisant la connaissance avec l'autre personne. Donc, pour moi, ça a été toujours une expérience tout à fait enrichissante. Euh, et puis, ce que je peux dire aux personnes queer qui ont un vécu d'adoption, c'est c'est de, de ne pas hésiter à se connecter avec les communautés queer, toujours au pluriel, du pays d'origine. Ça peut être une expérience, vous avez intéressante. Et ça peut être, des fois, ça peut être un peu, entre guillemets, libératoire également, de comprendre que se rendre compte du fait que dans son pays d'origine, il y a il y a une famille queer en fait, une famille choisissée queer, chosen queer family qui existe et que si jamais tu as envie de voyager dans ton pays d'origine et que tu peux toujours compter sur une communauté queer, des communautés queer qui partagent un certain vécu avec toi grâce à ce queerness, grâce au fait d'être queer. Donc, sinon, les vécus peuvent être très différents, tout à fait différents. Ce sont deux mondes à part. Mais par rapport au fait d'être queer, il y a quelque chose en commun. Mhm. Tu vois? Complètement, Ça, c'est quelque complètement. chose à exploiter avec de la patience mais tout à fait activement, je dirais.